depuis quand des sessions ou des actions, des opérations qui se déroulent entre États peuvent avoir autant de zones d'ombre et de points d'interrogation? Je ne crois pas, puisqu'il y a la continuité de l'État. C'est-à-dire que si cet octroi de terre est une bonne chose pour le Congo, normalement, le jour où le président Sassou Nguesso n'est plus au pouvoir, les Congolais de Brazzaville peuvent continuer à travailler sur ce registre-là et pouvoir en bénéficier. Or, si les citoyens congolais se posent des questions aujourd'hui, mais je pense qu'il faut quand même leur apporter des réponses claires, puisque bon, moi je pars de l'idée que ce n'est pas quelque chose de douteux. Donc si je pars de l'idée que ce n'est pas quelque chose de douteux, ça signifie qu'on peut leur apporter des éléments très objectifs sur la table pour au moins les rassurer. Mais ce qui me pose question, c'est que là où l'endroit où ces terres-là sont octroyées est quasiment aussi à la frontière de la RDC. Et que beaucoup de Congolais de De la Kinshasa RDC? se plaignent de l'attitude des autorités congolaises sur la proximité de ces terres attribuées au Rwanda avec leur territoire et les massacres dont ils sont victimes. Donc, on entre là dans un engrenage qui est extrêmement dangereux et je pense que moi je suis solidaire des Congolais de Brazzaville dans le sens où je dis que si c'est une question, si on nous a, enfin, c'est vous qui avez certainement plus d'arguments, c'est-à-dire que si on nous dit que c'est pour une exploitation économique, restons de façon, moi j'aime toujours qu'on discute de façon objective. Oui, on peut placer, on peut poser Voilà, des hypothèses, hein. Il n'y a pas de oui, qu'on souci. soit d'accord ou pas avec la gestion du président Sassou Nguesso, ça c'est normal. Au Congo, il n'y a pas que des gens qui sont favorables au président Sassou Nguesso, il y a aussi des gens qui sont en désaccord avec lui. Mais je dis, si on met ça de côté et qu'on essaye simplement de voir la situation objective des terres, on nous dit qu'on a attribué ces terres pour mettre en valeur les L'agriculteur. ressources du Congo, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe en Afrique centrale? Il n'y a pas de Congolais suffisamment fortunés, suffisamment forts en matière d'investissement, suffisamment capables de mettre en valeur leur pays et au point qu'on est obligé d'aller chercher Paul Kagame au Rwanda. C'est une question que moi je pose aux Congolais de Brazzaville. Moi, j'ai connu des Congolais extrêmement brillants. Il y en a dans le gouvernement actuel, il y en a dans l'opposition, il y en a dans le pays, il y en a à l'étranger. Comment est-ce que on peut se retrouver à aller chercher Paul Kagame, qui n'est pas réputé être un investisseur de très grande qualité dans son propre pays et qui n'a pas la réputation, qui n'est pas connu mondialement ou même au niveau africain comme quelqu'un qui a fait des preuves extraordinaires par sa capacité à mobiliser les fonds en dehors du pillage des richesses du Congo, pour qu'on aille chercher quelqu'un qui est mis en cause dans les rapports des Nations Unies depuis 2001 pour avoir pillé le Congo et envahi le Congo, comment on peut aller chercher celui-là et on laisse tous les brillants Congolais qu'on connaît à la fois à l'intérieur et à l'extérieur? Eh bien, la question reste posée. Probablement qu'il y aura des gens qui viendront répondre à cette question. On va donc aborder un autre aspect parce que le temps nous presse, évidemment. C'est un peu la crise, j'allais dire, la recrudescence des coups d'État dans la zone Sahel, j'allais dire l'Afrique de l'Ouest. Alors, il y a eu une lecture de votre part, bien entendu. Quelle analyse faites-vous de cette recrudescence et quelle lecture peut-on faire, notamment des nouveaux enjeux géopolitiques et géostratégiques de la zone du Sahel d'abord, puisque l'Afrique centrale, bon, on a déjà abordé, probablement qu'on y reviendra. Quelle lecture faites-vous de cette recrudescence des coups d'État en Afrique de l'Ouest? Alors, je pense que l'une des grandes faiblesses des institutions panafricaines ou africaines aujourd'hui, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, la CEMAC, etc., c'est toujours de regarder les problèmes au niveau de leurs conséquences, etc., et de ne jamais vouloir remettre en cause. Parce que ça fait un moment qu'on nous a dit, au niveau de l'OUA, hein, on l'avait dit déjà à l'époque, au niveau de l'OUA, qu'il n'était pas bien
d'arriver au pouvoir par des coups d'État, des choses comme ça, et que les gens qui venaient au pouvoir par des coups d'État n'étaient pas les bienvenus, etc. Et tout ça. Bon, ça, c'était un principe. Je crois qu'il n'y a aucun Africain sérieux qui peut vous dire que oui, moi je suis d'accord que les gens viennent au pouvoir par les coups d'État plutôt que par des élections ou plutôt que par une autre forme d'ailleurs pacifique hein, d'alternance ou des choses comme ça. Si on remonte même aux traditions africaines, on va constater que pour que vous soyez désigné chef, vous devriez être quelqu'un qui fait, je dirais, le consensus. Le consensus, Sous le, sur, quelqu'un qui fait le consensus sur le fondement de vos talents et de vos compétences. C'est comme ça que les chefs traditionnels africains étaient souvent désignés. Même au sein d'une famille, vous pouvez avoir 5 enfants. Celui qui est l'aîné, si on constate qu'il n'est pas en mesure de diriger parce qu'il n'a pas les capacités et le talent nécessaire pour maintenir une famille en cohésion, eh bien, on va choisir son cadet et il va devenir le chef et le représentant de la famille. Naturellement, oui. Mais il s'est passé quelque chose depuis les indépendances, c'est qu'on a commencé à prendre des gens qui arrivaient au pouvoir parce qu'il fallait qu'ils soient en accord avec l'Occident. Et que les Africains sont entrés dans ce jeu-là, mais sans mesurer les conséquences de ça sur l'avenir du fonctionnement des institutions africaines. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans cette logique-là? C'est qu'on a une série de gens, que ce soit au niveau de la CEDEAO ou africaine, qui vont toujours dans le sens de ce que veut l'Occident et pas dans le sens de ce que veulent les Africains. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que les institutions européennes même ont déjà ce problème-là. C'est-à-dire les Européens en Europe contestent déjà la légitimité de l'Union européenne en ce que l'Union européenne fait des choses qui ne vont pas dans le sens de ce que souhaitent dans le sens des intérêts, voilà. Et ça a été le cas du référendum de 2005 où les populations européennes ne voulaient pas de cette Europe qu'on voulait construire disons, à tout prix, de façon un peu brutale, etc. Et où les gens ont préféré disqualifier l'opinion, le nom des Européens pour pouvoir valider le oui. Et l'Union africaine et la CEDEAO semblent agir de la même façon. Donc, évidemment, vous avez eu un coup d'État en Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo. On n'a pas contesté, on n'a pas dit que ce n'était pas une bonne chose. On a eu un coup d'État contre Roch Kaboré au Burkina. On n'a pas dit que ce n'était pas une bonne chose. On a eu un coup d'État contre Alpha Condé en Guinée. On n'a pas dit que c'était une bonne chose. Il y a un coup d'État au Niger. Subitement, tout le monde vous dit que c'est une mauvaise chose. Il faut cesser ça. Et là, on déploie toutes les mesures, tous les moyens pour vouloir même attaquer. Mais écoutez, est-ce que ces pays, moi je pars de l'idée que les gens ont parfaitement le droit d'être en désaccord avec le Niger, avec le Mali, avec le Burkina Faso. Mais est-ce que ça justifie qu'on les écarte des institutions africaines? Ce sont des États qui ont participé à la création de ces institutions. Pour quelles raisons est-ce que l'État malien, est-ce que l'État burkinabé, oui, a cessé de fonctionner parce qu'il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir par la voie des armes? Et est-ce qu'on a écouté les raisons qui ont conduit à ces coups d'État? Parce que pour moi, c'est la question essentielle. Tant qu'on ne répond pas à cette question, on ne résoudra jamais les problèmes de ces pays parce qu'il y aura encore d'autres coups d'État qui vont venir et on va continuer tantôt à exclure les uns, tantôt à intégrer les autres. Il y a eu des gens qui ont modifié la Constitution pour faire un troisième mandat au sein de la CEDEAO. Est-ce que c'est quoi ça? Ça, c'est un coup d'État. Parce que c'est contre la Constitution du pays. Et quand vous tolérez ça au niveau de la CEDEAO et au niveau de l'Union africaine, vous voulez que les Africains réagissent comment? Vous voulez que les gens qui ont des frustrations dans ces pays réagissent comment? Ils ne peuvent réagir que par coup d'État.
Moi, je ne suis pas en train de dire que les coups d'État sont bons. Hein. Je prends la logique de ceux qui, tantôt, laissent les coups d'État se faire sans les remettre en question, tantôt se précipitent pour les condamner sans chercher à savoir qu'est-ce qui les a amené ces coups d'État. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet sur la question géopolitique, c'est qu'en fait, derrière toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est que les gens en Guinée savent qu'ils ont des ressources minières très importantes. Les gens en République, les populations du Niger savent que leur pays a l'uranium, a des minerais. Les Maliens savent également la même chose. Donc, vous ne pouvez pas continuer à faire du baratin à tous ces gens-là. Ils savent que les gens viennent là pour leurs ressources naturelles. Ça, il faut mettre ça sur la table. Il ne faut pas qu'on évacue ça et on parle des droits de l'homme, etc. C'est du mensonge. Et il faut que les gens comprennent que les Africains aujourd'hui en ont marre aussi du mensonge, y compris dans les rangs du pouvoir. Tous les régimes, hein, je le dis hein, tranquillement, parce que moi, je ne suis pas un homme politique, donc moi, je n'ai rien à vendre et je n'ai rien à gagner dans ces milieux-là. Bon, mais comme je connais beaucoup de gens dans tous les milieux politiques, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou sont dans l'opposition, moi, je peux dire des choses différentes. Il faut que les gens comprennent que même quand on soutient un régime dans lequel on sait qu'il y a beaucoup de mensonges, eh bien, le premier adversaire qui veut mettre ces régimes hors d'état de nuire, il va trouver des alliés au sein même du régime. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi au Mali. C'est ce qui s'est passé en Guinée. Vous voyez, celui qui a renversé le président guinéen, Alpha Condé, c'était le patron de sa sécurité, qui lui tenait le parapluie tout le temps sous la pluie. Donc, Pareil pour le Niger, oui, oui, c'est mais, vrai. mais essayez, il faut, je pense que le message qui est envoyé aux dirigeants africains de tous les pays à travers ce qui se passe au Sahel, c'est que les gens commencent à comprendre le jeu et cesser de fonctionner comme vous avez fonctionné dans les années 70, 80, parce que vous avez des enfants qui sont nés en 1900, en 2000, qui ont 20 ans aujourd'hui, donc qui n'ont connu que le même président, avec les mêmes méthodes, avec les mêmes choses. Mais à un moment donné, ils peuvent en avoir marre. Il y a des gens dans ces mêmes pays, même au sein des gouvernements, qui sont arrivés là. Ils vont être d'accord avec le régime parce que le régime leur fait des faveurs et vous nomme ministre, vous êtes heureux, on vous donne des postes directeurs de cabinet, de ceci, vous êtes content, mais vous savez que votre pays ne fonctionne pas bien. Vous le savez, mais vous le validez parce que vous, ça vous arrange personnellement. Le problème, c'est que on ne peut plus continuer à vivre de cette façon-là avec des îlots de richesse agressive, exponentielle, avec des océans de misère autour de vous, pendant le même temps où les gens voient ce qui se passe dans d'autres pays du monde, comment d'autres pays. Vous savez, maintenant, le rêve des Africains, c'est Dubaï. C'est de voir Dubaï, c'est de voir la construction de Dubaï, etc. Ben, écoutez, qu'est-ce qui empêche tous ces pays africains de construire leurs États de façon respectueuse? Ils peuvent piller les caisses s'ils veulent, mais construire aussi. C'est pas incompatible, hein? Bien entendu. Alors, Charles Onana, on va terminer par cette dernière question. Donc, est-ce qu'on peut penser que finalement, l'option militaire brandie par la CEDEAO contre le Niger est une manière de vouloir occulter le vrai problème tel que vous étiez en train de le dire, c'est-à-dire les problèmes qui se posent dans ces pays-là, notamment le pillage des matières ou des ressources naturelles pour maintenir évidemment ces populations dans la précarité? Je note que depuis quelque temps, j'ai vu qu'il y avait des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Afrique centrale avec des pays de l'Afrique de l'Ouest qui essayaient de se constituer en marge de la CEDEAO, de l'Union africaine, pour essayer de créer une dynamique, ce qu'ils appelaient des cercles de réflexion. Je ne connais pas très bien les tenants et les aboutissants, mais j'observe simplement comme politologue la démarche politique et intellectuelle. Ça signifie que personne ne croit plus aux institutions africaines.
aujourd'hui, en tout cas telle qu'elle fonctionne. La CEDEAO souffre d'une question de légitimité. Et quand vous souffrez d'une question de légitimité, votre parole n'a plus de valeur. Et c'est ça la question. Et donc, est-ce que effectivement leur objectif c'est d'écarter ça? Oui, en partie oui, parce que poser les vraies questions nécessite que ceux qui sont à la tête des États doivent aussi questionner leur propre action politique vis-à-vis de leur pays. Et ça, c'est une question à laquelle la plupart des dirigeants africains aujourd'hui parlent. Hélas, mais il va falloir au moins qu'ils fassent confiance à leur jeunesse et qu'ils arrivent aussi à comprendre que le temps a passé et qu'on ne peut pas être éternellement sur les mêmes chemins.